Bonjour à toutes et à tous, vraiment bienvenue dans ce webinaire qu'on est très heureux de vous proposer, qui est en direct de Nice, où en ce moment a lieu la conférence des Nations Unies pour l'océan. Il y a une actualité très riche avec beaucoup d'acteurs de pays mobilisés pour la défense de l'océan, des controverses aussi, vous pouvez imaginer, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, ce moment, c'est un moment important pour permettre de relancer le débat sur la protection de l'océan. Et dans les discussions, il y a évidemment la question de la pollution plastique. On en a beaucoup parlé hier. Je vais d'abord me présenter, puis je présenterai ensuite notre panel d'intervenants que je remercie d'avoir accepté de rejoindre cette session. Donc moi, je suis Muriel Papin, je suis déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Tout est dans le nom. On lutte contre la pollution plastique. Ce qui est important de dire, c'est qu'on lutte contre la pollution plastique en mer, mais dans tous les écosystèmes, et on a une approche qui est vraiment sur tout le cycle de vie des plastiques, ce qui veut dire qu'on lutte dès la phase de production et plutôt surproduction des plastiques, notamment de plastique à usage unique, parce que les scientifiques nous disent que plus on produit, plus on pollue. C'est assez simple, et donc il faut agir à la source. Un petit signe positif par rapport à ce qui se passe à Nice. Hier, il y a eu une grande journée où on a parlé pollution marine, pollution plastique toute la journée. Et la France a assuré vraiment un leadership qu'on souhaite souligner, saluer, pour rassembler des pays. Il y a 95 pays qui ont signé une déclaration qui s'appelle la Déclaration de Nice pour qu'on ait un traité ambitieux contre la pollution plastique, puisqu'on aura la dernière session de négociation à venir à Genève au mois d'août. Et donc, c'est bien qu'il y ait un collectif de pays qui se manifeste et qui s'est manifesté sur un certain nombre de points clés qui vont sécuriser le fait d'avoir en effet un traité ambitieux. Donc, note très positive dont on est plutôt ravis à l'association No Plastic in My Sea. Et donc, aujourd'hui, dans cette session, on va faire un focus sur les bouteilles plastiques, la pollution des bouteilles plastiques, parce que c'est un élément majeur dans la pollution plastique. Et pour aborder ce sujet-là, les causes profondes de cette pollution, les freins au fait qu'on puisse trouver des solutions, mais aussi des solutions, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants qui se succéderont. Donc, tout d'abord, Antoinette Gull, qui est sénatrice de Paris du groupe Les Écologistes. Ensuite, Edith Guillochon, qui est coordinatrice par intérim de la coalition eau, qui travaille sur le droit à l'eau, l'accès à l'eau, et elle nous en parlera tout à l'heure. Lila Durix, qui est responsable de l'ambition zéro plastique à usage unique à la ville de Paris. Et Antoine Giuntini, qui est directeur général de Brita France. Avant de leur donner la parole et de commencer sur la partie sur les freins à la réduction des bouteilles plastiques, je vais faire une introduction un peu générale sur la pollution plastique pour que vous ayez en tête quelques éléments clés. L'ampleur de la pollution plastique est vraiment sidérante en fait aujourd'hui. On sait qu'on a 12 millions de tonnes de plastique qui rejoignent les océans chaque année et qu'en fait, c'est des tonnes qui s'ajoutent aux tonnes qui sont déjà dans les océans et qu'on n'est pas dans une phase de réduction de cette pollution pour l'instant. On sait, comme je l'ai dit, que la pollution plastique est corrélée à la production de plastique. On rajoute 1% de production, on a 1% de pollution. Ça a été démontré par des études scientifiques. Et on a des projections qui nous disent que déjà sur le passé, on sait qu'on a produit plus de plastique depuis l'an 2000 que dans le siècle précédent. Et on a des projections de l'OCDE qui nous disent qu'on pourrait multiplier par 3 la production d'ici 2060 et du coup augmenter d'autant la pollution. Donc, c'est évidemment pas souhaitable. D'autres projections nous disent, et c'est en lien avec ce que je vais dire, qu'on pourrait avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Et on se rapproche de 2050, et évidemment, ce n'est pas souhaitable. Sur la pollution plastique, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a une partie visible, c'est évidemment les déchets, mais on a une partie invisible. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est toute la partie des microplastiques. Et ces microplastiques, en fait, ils vont se retrouver dans tous les écosystèmes et ils vont se retrouver aussi dans notre corps. Il faut savoir aujourd'hui qu'un être humain, partout dans le monde, en moyenne, inhale ou ingère via la chaîne alimentaire 5 grammes de microplastiques par semaine et qu'on les retrouve aujourd'hui dans l'ensemble du corps humain et qu'il y a des pathologies qui sont associées. Il y a des impacts majeurs sur la biodiversité. On est à côté de la Méditerranée à Nice. On a pour la Méditerranée des chiffres terribles. 80% des tortues marines ingèrent des déchets marins et certaines en décèdent. Et beaucoup en souffrent puisque ça peut entraîner des occlusions intestinales, etc. Il y a des choses qui sont moins connues sur le climat. La pollution plastique a un impact sur le climat. La production plastique a un impact, mais la pollution aussi des océans parce que ça va altérer la capacité de l'océan à réguler le climat.
Et pour revenir au matériau lui-même et aux solutions, c'est un matériau qui est non biodégradable, qui se recycle difficilement. On ne recycle que 9% des plastiques dans le monde, 25-27% en France. Donc évidemment, le recyclage ne peut pas être la solution prioritaire et les recommandations scientifiques sont très claires sur le sujet. Il est impératif de réduire la production de plastique et il est aussi impératif de réduire les additifs chimiques qui sont dans les plastiques, dont beaucoup sont toxiques. Petit focus sur la pollution plastique, sur laquelle on va revenir, sur la bouteille plastique, pardon, sur laquelle on va revenir dans toute cette session. En fait, c'est l'un des déchets qu'on retrouve le plus dans l'environnement. Le premier déchet plastique à usage unique retrouvé sur les plages européennes selon une étude de la Commission européenne. Selon une autre étude internationale, c'est le deuxième déchet plastique le plus présent dans l'environnement, après le sac plastique. On retrouve aussi dans d'autres études des informations qui nous disent qu'on retrouve la bouteille plastique dans les déchets qu'on trouve le plus dans les fonds marins. C'est 22% des déchets des fonds marins. Et ensuite, si on passe du côté du consommateur, en fait, il s'expose à des microplastiques quand il utilise des boissons et de l'eau embouteillée. Une étude nous évoque jusqu'à 240 000 microplastiques ingérés via 1 litre d'eau embouteillée. Alors, c'est un produit qui est en explosion dans le monde, hein, la bouteille plastique, mais en France, c'est aussi un produit qu'on surconsomme. Si on regarde les 15 produits les plus vendus en supermarché, ce sont essentiellement des boissons et les 2 tiers, c'est de l'eau embouteillée. On consomme en France 15 milliards de bouteilles plastiques par an. Les 2 tiers sont affectés à de l'eau embouteillée. Je vous l'ai dit, les recommandations des scientifiques sont unanimes sur le fait qu'il fallait qu'on réduise la production de plastique et puis qu'on sorte aussi des usages qui ne sont pas essentiels. Donc, si on veut réduire, ensuite on va rentrer, ça c'est le principe global, ensuite on va rentrer dans le détail. Quels sont les usages non essentiels? Qu'est-ce qu'on doit réduire en premier? Et forcément, dans les questions qui sont posées aux États, dans les négociations, il va y avoir des choix à faire. Très clairement, évidemment, les sacs plastiques vont faire partie des choix, mais la bouteille plastique, c'est un sujet qui va être posé. Puisque si on décline par objet, on voit bien que c'est un des plus polluants et c'est un des plus consommés et que peut-être c'est pas si essentiel que ça. Voilà, donc ça on pourra en débattre. Je rappelle aussi qu'en France, la loi AGEC prévoit une réduction de 50% des bouteilles plastiques en 2030 et zéro plastique à usage unique en 2040. Voilà, donc c'est important qu'on discute ensemble à la fois de ce qui peut freiner la réduction des bouteilles plastiques, mais aussi des solutions. Avant de laisser la parole, on aura 2 temps, un temps plutôt sur les freins, un temps plutôt sur les solutions et des moments de questions-réponses. Et donc, vous pouvez commencer à poser vos questions dans la partie questions-réponses. Voilà, donc on aura 2 temps d'échange. Alors, vos questions seront par écrit, on y répondra par oral. Voilà, et puis on vous partagera à la fin des liens dans le chat. Je vais laisser tout de suite la parole à Edith Guillochon. Edith, donc vous êtes coordinatrice par intérim de la coalition Eau et vous allez nous parler du droit à l'eau, que tout le monde ne connaît pas forcément, de l'accès à l'eau et de la manière dont l'eau embouteillée à l'échelle mondiale peut freiner ce droit fondamental. Edith, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup Muriel pour cette introduction. Je suis vraiment ravie de participer à cet échange et donc j'aimerais effectivement revenir aujourd'hui sur finalement les limites de l'expansion de l'utilisation d'eau embouteillée pour répondre aux enjeux du droit humain à l'eau potable puisque c'est effectivement le champ d'action de la coalition qui a un réseau d'ONG françaises engagées sur les enjeux de droits humains à l'eau et à l'assainissement. Donc peut-être juste un rapide rappel de la situation de l'accès à l'eau dans le monde. Aujourd'hui, on sait qu'environ 2,1 milliards de personnes, donc soit une personne sur 4 au niveau mondial, n'ont pas accès à des services d'alimentation en eau potable et à des installations d'hygiène également à domicile. Et environ 300 millions de personnes passent plus de 30 minutes à pied pour collecter de l'eau au quotidien pour répondre à leurs besoins. Donc, parallèlement à cette situation d'accès à l'eau qui n'est pas encore universelle, effectivement, on voit une progression rapide du marché de l'eau embouteillée. Ce marché qui est devenu vraiment un secteur économique majeur, qui a augmenté de manière exponentielle de 73% au cours de la dernière décennie, selon un rapport de l'Université des Nations Unies. Chaque minute, plus de 1 million de bouteilles en plastique à usage unique sont vendues
Alors, on parle surtout ici de bouteilles d'eau, mais ça concerne aussi d'autres boissons, bien sûr, comme les sodas ou d'autres types de boissons qui se consomment dans des eaux en bouteille. En 2021, pour comprendre un peu l'économie autour de ce marché de l'eau en bouteille, en 2021, ce marché était estimé à plus de 270 milliards de dollars. Et en comparaison, le financement annuel nécessaire pour parvenir à un approvisionnement universel en eau potable, donc à domicile, est estimé à 114 milliards de dollars. Donc, assurer l'accès universel à l'eau potable coûte finalement la moitié de ce que le monde paie aujourd'hui chaque année pour de l'eau en bouteille. Donc, dans ce marché de l'eau en bouteille, on retrouve bien sûr des multinationales et aussi des entreprises plus locales, mais les plus importantes sont les bien connus Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, Danone et Primo Corporation. Donc, les ventes combinées de ces 5 acteurs s'élèvent à 65 milliards de dollars, plus de 25% du marché total en termes de vente. Ce qu'on voit aussi, c'est que la consommation de l'eau en bouteille a été poussée comme un paradigme de consommation par les industriels de l'eau en bouteille. Le rapport de l'Université des Nations Unies de 2023 sur cette question des eaux embouteillées révèle que plusieurs campagnes de marketing de l'industrie de l'eau en bouteille visaient à discréditer l'eau du robinet en misant sur une perte de confiance dans l'eau du robinet qu'on voit aujourd'hui, qui est aggravée d'ailleurs par à la fois la pollution industrielle et des pénuries d'eau, qui sont elles-mêmes accentuées finalement par l'industrie de l'eau en bouteille. Et donc est promu le concept de l'eau, de pureté de l'eau en bouteille pour aussi renforcer le marché. Et ce que disent plusieurs rapports sur le sujet, c'est que cette extension de l'industrie de l'eau en bouteille n'est pas alignée sur l'objectif de développement durable, d'ailleurs, un des ODD, de fournir un accès universel à l'eau potable, puisque ça détourne l'attention et des ressources aussi, l'attention politique et des ressources financières du développement de systèmes publics d'approvisionnement en eau potable. Et finalement, ça contribue à un désengagement progressif des autorités vis-à-vis d'infrastructures publiques d'eau. Alors, si on prend le sujet au regard du droit humain à l'eau, droit humain à l'eau qui a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010 par une résolution qui nous donne une définition finalement de ce droit à l'eau et qui nous dit que toute personne doit pouvoir bénéficier d'un approvisionnement en eau qui est suffisant, continu, de qualité sûre, abordable et physiquement accessible pour les usages de base que sont la boisson, bien sûr, mais aussi la cuisine, l'hygiène corporelle et la propreté du lieu de vie. Les Nations Unies nous donnent aussi quelques principes finalement de mise en œuvre de ces droits humains à l'eau potable et à l'assainissement également. Et il s'agit de l'équité de l'accès, de non-discrimination, de la participation citoyenne à la gestion de l'accès à l'eau, la redevabilité également, la transparence, l'accès à l'information et la durabilité. Alors, si on met ça en parallèle du marché des eaux en bouteille, euh, on peut essayer d'examiner si ça répond à ces critères. Par exemple, l'eau en bouteille, par définition, n'est pas disponible sur site, à domicile, ou en tout cas, elle nécessite d'aller se déplacer en magasin, donc d'avoir un moyen de transport, ou bien d'être à proximité d'un point de vente. Par définition, avec tout ce que Muriel nous a présenté, la consommation d'eau en bouteille n'est pas durable. Elle ne couvre pas non plus tous les usages. En tout cas, usage d'hygiène semble compliqué à couvrir par de l'eau embouteillée. Ce moyen d'accès à de l'eau potable n'est pas non plus abordable. Il est beaucoup plus cher que le service d'eau au robinet. Le litre d'eau en bouteille peut coûter 150 à 1000 fois plus cher que le prix de l'eau du robinet. En termes de qualité également, on a pu voir récemment que la qualité des eaux en bouteille n'est pas garantie, sachant que l'eau du robinet est, elle, très réglementée, fréquemment testée, et les paramètres de qualité de l'eau sont également rendus publics, donc il y a une transparence plus aboutie que dans le système du marché des eaux embouteillées. Le marché de l'eau en bouteille joue aussi, en tout cas selon le rapport des Nations Unies, joue aussi sur le flou des frontières administratives. Et ce qui est dénoncé souvent, c'est un manque de transparence, de réglementation, et notamment dans les pays du Sud, pourtant les plus concernés par des problématiques d'accès à l'eau.
Donc, face à ces constats et à ce double enjeu finalement de connexion entre production plastique, pollution, et, santé humaine également, et de non-respect du droit à l'eau potable, euh, la coalition eau et No Plastic in My Sea, aux côtés de plus d'une centaine d'associations du monde entier, ont signé et publié un appel à l'occasion des négociations du traité international contre la pollution plastique, ayant eu lieu en novembre 2024 à Busan, en Corée du Sud, pour appeler les négociateurs à soutenir l'accès universel aux services d'eau, à réduire la production mondiale de plastique et notamment réduire les plastiques à usage unique et tout particulièrement les bouteilles en eau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Edith. Et on a partagé dans le chat cet appel que vous pouvez retrouver, donc, qui est signé aujourd'hui par plus de 120 associations et qu'on va à nouveau repousser lors de la prochaine session de négociation sur le traité contre la pollution plastique. Je vais maintenant donner la parole à Antoinette Gull. Donc, comme j'ai dit, vous êtes sénatrice de Paris pour le groupe écologiste et vous avez été vraiment à l'initiative d'un rapport parlementaire par rapport de plusieurs, je crois, vous allez nous raconter par rapport aux tromperies qui ont été révélées de l'eau embouteillée, du secteur de l'eau embouteillée et notamment de Nestlé, mais ce n'est pas le seul. Et vous allez aussi nous éclairer sur ce que ça veut dire sur ce secteur-là et de quelle manière, en fait, ce secteur a une influence qui peut freiner l'action publique qui prévoit une réduction des bouteilles en plastique. Je vous laisse la parole et merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, merci à vous. Je suis très heureuse déjà de participer à ce webinaire, donc je vous remercie pour l'invitation. Alors pour vous répondre, moi j'ai effectivement mené la première mission d'information sur les eaux en bouteille et en particulier sur la qualité des eaux en bouteille. Et il y a de ça, enfin ça a démarré il y a un peu plus d'un an et ça s'est conclu, j'allais dire, même si c'est pas tout à fait conclusif encore, mais ça va bientôt se conclure définitivement. Et là, ça s'est conclu en termes de rapport sénatorial. Ça s'est conclu il y a 2 semaines. Donc, que s'est-il passé? Nous avons été alertés par des journalistes que l'eau qui était vendue par Nestlé Waters, donc en particulier l'eau Perrier, Vitel, Contrex et Par, contenait un certain nombre de polluants qui étaient des microplastiques, bien entendu, puisque c'est bien aussi le sujet principal, mais également des pesticides, des PFAS et toute une série d'autres polluants, et que de fait, cette eau qui est une eau souterraine, qui est une eau protégée, qui est une eau protégée par les minéraux, par les roches, etc., eh bien finalement était polluée et que pour pouvoir la distribuer, elle était traitée avec des traitements interdits qui équivalaient à ceux de l'eau du robinet. Donc, les rapports successifs ont montré qu'effectivement, il y avait une triche, que cette triche était non seulement une triche de l'industriel, mais que cette fraude a été accompagnée par les ministres et par l'État, et que malgré la prise en main par la justice, les amendes qui ont été payées sont bien minimes par rapport à l'intérêt, parce que c'est un marché énorme, le marché de l'eau en bouteille. Eh bien, l'action en justice qui a été menée pour une partie du délit, qui s'est soldée par une CGIP, une convention judiciaire d'intérêt public, s'est soldée par quelques millions d'euros, 2 millions d'euros d'amende pour une fraude estimée à 3 milliards d'euros. Donc vous voyez, je donne là aussi l'enjeu de ce qu'est l'eau minérale naturelle et l'eau en bouteille. C'est effectivement, ça se compte en milliards d'euros et ça se compte en milliards de bouteilles, vous l'avez dit, puisque nous consommons en France 9 milliards de bouteilles d'eau. Donc, 9 milliards de bouteilles d'eau. Si cette eau est consommée, c'est parce que elle fait la promesse d'une eau pure, d'une eau minérale, d'une eau avec des caractéristiques quasi médicales. Et donc, ça repose sur la confiance. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, on a affaire, en tout cas pour un des minéraliers, des grands minéraliers, à une eau qui est polluée et qui contient notamment du plastique et plein d'autres choses. Donc ça, c'est le constat. Moi, suite à ce travail, j'allais dire cette plongée dans les eaux minérales, j'ai déposé juste après la mission d'information une proposition de loi
pour interdire toute une série de plastiques, puisqu'en fait, vous voyez, quand nos nappes d'eau contiennent des microplastiques, quand nos bouteilles et quand l'eau qu'on ingère contient du plastique, c'est quand même le moment où vous avez raison, il faut commencer, enfin, il faut se questionner et il faut réduire drastiquement les produits plastiques. Donc, c'est pour ça que j'ai déposé en fait une proposition de loi qui vise en fait à interdire tous les produits miniatures plastiques, à commencer par les petites bouteilles d'eau. Les petites bouteilles d'eau de 50 centilitres et en dessous doivent être interdites, d'autant que nous avons une loi en France qui est, il me semble que c'est la loi AGEC, qui permet, qui oblige en fait d'avoir des fontaines d'eau dans les espaces publics. Donc ça, ce sont les collectivités qui doivent, les collectivités ou les, enfin, les collectivités principalement qui doivent installer ces fontaines d'eau et que nous puissions, nous, avoir des gourdes et avoir de l'eau potable à disposition dans tous les endroits publics. Donc, vous voyez qu'une fois que ça se sera fait, eh bien, l'utilité d'avoir une bouteille d'eau de 50 centilitres que l'on va aller acheter pour boire finalement quelques gorgées, eh bien, cette utilité sera vite limitée. Moi, j'ai décidé dans cette proposition de loi également de demander l'interdiction des bouteilles de boissons. Là, on s'est limité à 30 centilitres et puis également à tous les contenants de l'hôtellerie-restauration, que ce soit les petites capsules de lait, etc. Enfin, il y a plein de petits objets en plastique qui sont absolument inutiles ou pour lesquels on a tout à fait l'alternative depuis très longtemps, en fait. Et également d'interdire tous les produits décoratifs, parce que là aussi, c'est une source de pollution, mais alors là, dont l'inutilité est évidente. Tous les petits produits décoratifs, je ne sais pas, moi, vous allez acheter un sushi, par exemple, vous avez toujours un petit morceau de plastique vert qui est censé représenter je ne sais quoi, mais enfin, qui met du verre dans votre assiette qui ne sert strictement à rien et qui est du plastique qui est directement un déchet. Et donc tout ça, ça ne doit plus exister quand on connaît la nuisance du plastique aujourd'hui pour l'océan et pour l'eau en général, j'allais dire, parce qu'y compris l'eau... notre eau souterraine eh bien, se retrouve polluée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, c'est pas une proposition de loi que j'ai faite toute seule, hein, puisqu'en fait, j'ai beaucoup travaillé avec les associations et donc avec les associations, avec d'autres, avec des experts, etc., de manière à pouvoir faire quelque chose de sensé qui puisse réunir une forme de consensus. Donc voilà, je l'ai fait. Je me suis également reposée sur la réglementation européenne, etc., puisque je sais, hein, bien entendu, que ce soit le pacte vert ou la nouvelle réglementation PPWR qui vise à réduire, vous l'avez dit, hein, au début, 50% à horizon 2030. Je tiens juste à dire qu'on est quand même très loin du but, hein. L'objectif est noble, mais on ne l'atteindra absolument pas. Et quand on voit, par exemple, ces bouteilles d'eau minérale, que ce soit dans la réduction ou dans le recyclage, moi qui suis aussi une élue locale, je peux vous dire que plus de la moitié des bouteilles en plastique ne sont pas recyclées. Et donc, c'est quand même énorme. Elles ne sont pas recyclées ici, en France, alors que nous avons, j'allais dire, toutes les infrastructures de recyclage nécessaires. On ne parle pas enfin, d'un pays où il n'y aurait pas ces infrastructures. Nous, on les a, et bien en fait, c'est plus de la moitié qui ne sont pas recyclées. Donc, il y a une urgence, je crois, à mettre en avant la pollution, enfin à mettre en avant et à faire prendre conscience de la pollution plastique et à faire changer nos modes de comportement. C'est pas si simple que ça en réalité. Ça, c'est aussi, je le dis, hein, c'est pas si simple. Ah, je ne vous entends pas, c'est moi qui ne vous entends pas, s'il faut me parler. Ce n'est pas si simple que ça, je dis, de changer les comportements parce qu'on est tous, enfin, on a l'impression que c'est important de pouvoir avoir une petite bouteille d'eau, que c'est important de pouvoir aller acheter quand on est dans une gare, etc., d'acheter une bouteille d'eau. Ben, en fait, il y a mille et une autres manières de pouvoir avoir de l'eau sans générer cette pollution. Et tous ces changements, moi j'ai discuté avec des hôteliers quand j'ai écrit justement cette proposition de loi, tous ces changements sont possibles en fait. Quand vous allez à l'hôtel, vous avez toujours une bouteille d'eau sur la table de chevet, qui est quasiment une bouteille d'eau d'accueil en fait. Bien à la place de cette bouteille d'eau, il y a des hôteliers qui mettent des carafes d'eau. Et en fait, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que ça évite d'avoir des déchets. Et donc tout ça, c'est des modifications des comportements, à la fois des industriels, des entreprises, de l'hôtellerie, mais aussi
des modifications législatives que l'on doit faire. Voilà. Et ça, c'est notre rôle à nous, parlementaires, de faire la partie législative. Les entreprises font leur partie, mais en tout cas, enfin moi, en tout cas, j'insiste sur ce point. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur cette affaire Nestlé. C'est devenu une affaire Nestlé hein, qui a été reprise largement par la presse et ce que peut faire aussi un parlementaire par rapport à cet objectif de réduction des plastiques à usage unique. J'ai en tête aussi que vous avez agi ou vos collègues ont agi pour protéger la ressource en eau parce que c'est vrai que quand on parle d'eau, qui est un élément absolument essentiel, hein, eau du robinet ou eau embouteillée pour ceux qui sont des aficionados de l'eau embouteillée, mais nous, on le déconseille. En fait, il y a la question de la qualité, de la protection de la qualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, sur la manière de protéger la ressource tout en à eau fait. aujourd'hui et Tout quels à sont les fait. enjeux? Et c'est valable également, enfin c'est valable pour de l'eau minérale, mais c'est valable pour de l'eau potable, pour l'eau potable et les infrastructures d'eau potable. Je pense que vous faites allusion à la proposition de loi pour protéger durablement la qualité de l'eau qui est portée par Jean-Claude Rau à l'Assemblée nationale, qui est aussi un député écologiste, je dis aussi, qui fait partie du groupe écologiste, parce que nous travaillons ensemble, moi sur la partie eau minérale, lui sur la partie eau potable. Et donc, lui, vraiment, son objectif, c'est de dire qu'il faut des zones de captage beaucoup mieux protégées que ce qui existe actuellement, beaucoup mieux protégées de tous les impacts environnementaux, en particulier des pesticides et l'ensemble des polluants. J'allais dire en particulier les pesticides, mais aussi les PFAS, parce que le problème de ces polluants éternels, les PFAS, c'est que comme leur nom l'indique, ils sont éternels et donc dès lors qu'ils sont produits et qu'ils s'infiltrent dans les sols, eh bien vous savez de manière certaine qu'ils atteindront nos nappes phréatiques puisqu'en fait ils ne se désagrégeront pas. Leur nom dit polluant éternel, eh bien ils ne se désintégreront pas, même s'il faut des centaines d'années pour arriver dans une nappe phréatique, ils seront encore présents. Donc là, on a aussi une responsabilité toute particulière. Donc ça, c'est vraiment protéger les captages d'eau de l'ensemble des captages d'eau potable de manière très forte. C'est ce que porte Jean-Claude Rau à l'Assemblée nationale. Très bien. Je vous remercie beaucoup, toutes les deux, pour vos interventions. On ne voit pas de questions-réponses, enfin de questions auxquelles il faudrait qu'on réponde dans la partie questions et réponses, mais je vais laisser peut-être un petit moment pour nos spectateurs. N'hésitez pas. Alors, on aura une nouvelle session de questions-réponses à la fin, mais l'intérêt, c'est aussi que ça permet de couper un peu les interventions. Donc, c'est le moment. Si on n'en voit pas apparaître, eh bien, on continuera. On a mis dans le chat le lien vers l'appel qui a été co-signé par plus de 120 associations. Si on a des associations parmi les spectateurs, n'hésitez pas à rejoindre cet appel. Plus on sera nombreux, plus on aura de poids pour que le sujet soit porté dans le cadre des négociations onusiennes hein, sur le traité contre la pollution plastique. Euh, je ne vois toujours pas de questions. Donc, je propose qu'on passe aux solutions. On a vu qu'il y a quand même des freins majeurs, des freins économiques. Hein. On a des ordres de grandeur avec notamment Edith sur le plan international, sur finalement le système économique et les montants en jeu du côté du secteur de l'eau et des boissons. On a appris aussi, parce que c'est pas du tout intuitif, que des acteurs qu'on associe uniquement au soda, ce sont des grands acteurs aussi pour l'eau embouteillée, hein, comme notamment le groupe Coca et le groupe Pepsi. Voilà, et c'est pas les seuls, il y a aussi des acteurs régionaux. On est en tout cas face à des acteurs qui sont souvent des multinationales, donc qui challengent aussi les États. Hein. Les multinationales challengent davantage les États et la régulation et ont plus de moyens en lobbying que des acteurs nationaux. Reste qu'on a beaucoup de solutions à disposition. La régulation est clé, donc le traité international est essentiel. La loi française également, et puis les textes européens sont aussi essentiels. Et après, il y a toute la dynamique qui peut être mise en œuvre par des collectivités locales, par des entreprises, par des associations.
Et pour démarrer sur ce sujet, je vais laisser la parole maintenant à Lila Durix. Donc, Lila, comme je l'ai dit, vous êtes responsable du programme de l'ambition zéro plastique à usage unique pour la ville de Paris. Vous avez eu beaucoup à faire dans le cadre des Jeux Olympiques. Avant d'oublier, je vais quand même donner un chiffre clé, hein, qui n'est pas seulement l'action de la ville de Paris, mais qui est que on a pu réduire, on a pu diviser par 3 l'usage des bouteilles plastiques sur les JO de Paris versus les JO de Londres. À Londres, on était à 18 millions de bouteilles plastiques et à Paris à 5,3 millions. C'est dû beaucoup à votre action sur la ville de Paris. C'est dû aussi à des politiques intelligentes de développement de points d'eau sur les sites des JO, de communication, etc. Mais vous allez nous en dire plus sur ce qu'a fait spécifiquement la ville de Paris. Lila, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et ravie d'être présente et merci pour l'invitation. Et pour rebondir, Muriel, à ton introduction, les multinationales challengent les États, mais les collectivités peuvent challenger les multinationales aussi. Aider avec l'État. Voilà, c'est un peu ce qu'on a fait dans le cadre des Jeux. Et je vais vous poser un peu l'équation de départ et saluer Madame Gull qui, de sa place d'adjointe à la maire de Paris précédemment, a beaucoup contribué à l'ambition zéro plastique à usage unique de la ville de Paris, avec cette équation un peu impossible au départ. Comment réduire la pollution des bouteilles plastiques dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, sachant que le partenaire principal depuis 100 ans sur les boissons est Coca-Cola. Voilà, donc on pose cette équation-là d'emblée. Effectivement, il y a 2 leviers d'action principaux. Je vais les détailler. Le premier, c'est vraiment systématiser l'usage de l'eau du robinet. À Paris, on a une magnifique régie qui s'appelle Eau de Paris et c'était vraiment de rendre l'eau de Paris, de rendre le geste de la gourde le plus simple possible, le plus visible possible partout, sur tous les lieux, aussi pour un public international qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas la qualité de l'eau, en tout cas à Paris et en France. Donc on a à Paris, vraiment pour rendre l'eau du robinet accessible partout, tout le temps durant les Jeux, on a historiquement 1200 fontaines et points d'eau dans Paris. Et Haute-Paris a lancé avec le concours de la ville de Paris une campagne qui s'appelle Ici je choisis l'eau de Paris. On s'est inspiré de Londres et de Refill London. En gros, c'est une campagne sur laquelle les commerçants sont partenaires et les commerçants du coup deviennent un point de remplissage de gourdes et du coup gratuitement évidemment, et ça leur permet plus de visibilité, plus de trafic. Et en fait, 1000 commerçants se sont engagés dans cette campagne. Ici, je choisis l'eau de Paris, c'est encore aujourd'hui le cas. Donc, de 1200 fontaines et points d'eau qu'on a historiquement dans la capitale, sur l'espace public, dans les parcs et jardins, on a 1000 commerçants partenaires. Et l'objectif, c'est de continuer vraiment pour mailler cette capitale, enfin Paris, d'avoir un point d'eau accessible pour remplir sa gourde toutes les 2-3 minutes, 5 minutes. Voilà, et on voit que les partenaires type RATP, SNCF s'y sont mis aussi et ce sont des gestes hyper importants. Rendre l'eau accessible, là aussi, ça a été hyper important sur les sites olympiques. Et là, vraiment, je dois saluer le cadre législatif. On a été protégé par la loi, très important, par la loi AGEC, parce qu'on avait, dans le cadre du contrat olympique, il était possible pour le partenaire boisson d'interdire la concurrence de l'eau du robinet. Parce que ce partenaire boisson propose une eau en bouteille, la Smart Water. On a été protégé par le cadre législatif français qui impose d'avoir un point d'eau dans tous les ERP, dans tous les espaces, du coup, pour recevoir du public. Et il y avait vraiment aussi une volonté conjointe de Paris 2024 et de l'État français que ces jeux qui sont familiaux avec des enfants se passent dans les meilleures conditions possibles, dans des conditions de forte chaleur. Donc, du coup, il y a eu des points d'eau systématiques, vraiment assez visibles, des énormes rampes à eau sur tous les sites olympiques. Et très important, une autorisation des gourdes sur les sites olympiques dans tous les stades. Et vraiment, cette autorisation des gourdes combinée au point d'eau fait que, au début des Jeux, on avait une prévision de 18 millions de boissons en France. Prévision de vente de 18 millions de boissons. Seuls 11 millions de boissons étaient vendues sur les sites olympiques. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet, l'eau fraîche, était vraiment accessible de manière massive et c'était vraiment la priorité. On va d'abord boire de l'eau avant de boire un soda, ce qui est d'un point de vue santé mieux. Donc ça, c'est vraiment le premier levier d'action massif, c'est l'eau du robinet, mais il faut vraiment une intervention de la collectivité, de l'État, une protection du législateur pour la favoriser et la systématiser. On a vu l'impact sur les Jeux. Deuxième levier d'action, c'est de travailler sur l'offre de boissons. Alors le partenaire boisson, mais c'est le cas de toutes les multinationales, ils ont une offre de boissons en plastique, majoritairement aujourd'hui en plastique recyclé. On sait que c'est pas une solution, c'est plutôt une solution d'affichage, voilà, pour dire on a un début de solution sur les bouteilles, c'est pas du tout satisfaisant.
la ville de Paris, dans le cadre de son ambition zéro plastique à usage unique, refusait tout format contenant totalement ou partiellement du plastique. Donc, zéro canette, aluminium ou acier, parce que les canettes contiennent une couche de polyéthylène à l'intérieur. Aucun tétrapack de briques d'eau, voilà, parce que ça, c'est vraiment de la maladaptation. C'est un mélange de carton, d'aluminium et de plastique. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Aucun plastique biosourcé, compostable et tout ça. Donc, on a travaillé pendant 3 ans avec Coca-Cola et Paris 2024 pour diversifier leur offre, limiter au maximum ces bouteilles en plastique recyclé pour avoir. Donc, on avait une gamme vraiment de bouteilles en verre en réemploi, mais c'est absolument pas adapté à des événements comme les Jeux Olympiques qui ont une masse colossale. Et on a développé avec Coca-Cola des fontaines à soda. Alors, ça existe historiquement dans les fast-foods. Et du coup, ces modèles-là ont été adaptés en plein air pour supporter des fortes chaleurs. Il y a eu beaucoup de R&D, d'expérimentation pour la Coupe du Monde de rugby, au Parc des Princes, à l'Accor Arena, pour vraiment lever tous les freins techniques et opérationnels. Résultat, donc il y a 700 fontaines à soda qui ont été déployées par Coca-Cola en France dans le cadre des Jeux, 256 à Paris. Et au niveau parisien, c'est vraiment 45 tonnes de plastique à usage unique qui ont été évitées, donc c'est boissons et alimentation, évitées sur tous les sites de festivités et de compétitions à Paris. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment la première fois qu'on imprime une trajectoire de réduction dans le cadre de ces jeux. Au niveau national, c'est un tiers des boissons qui ont été distribuées avec ces fontaines à soda. Donc c'est vraiment un premier levier grâce à l'eau du robinet qui était présente de manière massive et aussi grâce à ces fontaines à soda qui étaient une innovation mais sur lequel on a fortement poussé le partenaire. Voilà. Lila, est-ce que donc, vous avez partagé les éléments de bilan, mais est-ce que vous n'avez pas des éléments de bilan un peu chiffrés que voilà, on puisse savoir en termes de tonnes de plastique à quoi vous avez, ce que vous avez réussi à éviter? Du coup, oui, donc le bilan chiffré pour Paris, donc ce que je viens de souligner, c'était 45 tonnes qui ont été évitées cet été pendant les Jeux. Et aussi, ce qui est important de souligner, c'est l'héritage de ce qu'on a fait, de ce qui a été lancé dans le cadre de cette ambition zéro plastique à usage unique. C'est depuis septembre de 2024, toutes les courses sur route à Paris, que ce soit un 5 km, un 10 km, se font sans bouteilles plastiques sur les points de ravitaillement, sans bouteilles plastiques, sans carton jetable, sans gobelet carton jetable, parce que ça reste un plastique. Donc on fait comment? C'est l'eau du robinet, avec des grosses rampes à eau. C'est des gobelets réutilisables et réutilisés, j'insiste là-dessus, c'est très important, parce que les éco-cups, si on ne les réutilise pas, c'est pas une solution intéressante. Et si jamais il n'y a pas de point d'eau accessible, ce qui est dans de rares cas le cas à Paris, sur les bois de Boulogne ou bois de Vincennes, c'est des grosses bonbonnes d'eau de 5 à 8 litres. Voilà, on est déjà sur une réduction sur le grand format. Grâce à cette mesure-là, c'est 20 tonnes de plastique à usage unique qui sont évitées chaque année, juste sur les courses sur route. Donc c'est vraiment un impact important. Et ça bénéficie à 650 000 coureurs qui soient parisiens, franciliens, étrangers, donc chaque année qui font des courses à Paris. Imaginez l'échelle de réplication qu'on pourrait avoir au niveau national. Et juste de souligner qu'on va aller encore un cran plus loin sur tous les événements sur l'espace public parisien. On a 5000 événements chaque année sur l'espace public parisien, que ce soit un tournage, un défilé de mode, un grand festival, une foire commerçante. La charte des événements éco-responsables, dans sa nouvelle version, a été adoptée au Conseil de Paris vendredi dernier. Elle interdit tous les plastiques jetables dans le cadre des événements à Paris. Voilà, donc c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Merci beaucoup Lila. Alors je fais un petit aparté. On a été assez déçus de voir que sur la conférence des Nations Unies pour l'océan, dans l'espace d'exposition, on trouvait justement des gobelets jetables et de l'eau embouteillée dans un emballage multicouche. Voilà, donc même ici, même avec des spécialistes qui travaillent sur les sujets de l'océan et sur la lutte contre la pollution plastique, il faut revenir à la charge. Le plastique est tellement pratique, tellement partout, et parfois il est caché. Et c'est ça qui est aussi très complexe, et que vous avez rappelé Lila, c'est-à-dire qu'on a des couches de plastique dans les canettes, dans des gobelets qui ont l'air en carton, que voilà, tous ces plastiques cachés pour des gens qui ne sont pas experts, c'est pas évident. Et donc c'est important que nous, voilà, experts, puissions partager l'information et appelions à une réduction de tous les types de plastique, au-delà des bouteilles où là on a vraiment une évidence.
Je vais introduire maintenant Antoine Gentini. Antoine, vous êtes directeur de Brita France et vous allez parler au nom de Brita France, mais aussi partager avec nous des informations sur le rôle de Brita depuis plusieurs années pour accompagner le consommateur sur la consommation finalement de l'eau embouteillée avec des solutions qui vont lui permettre d'une certaine manière, de se réconcilier avec l'eau du robinet quand le consommateur peut avoir des réticences, légitimes ou pas, par rapport à l'eau du robinet. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Muriel pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là également. Bonjour à toutes et à tous et très inspiré aussi par des initiatives que vous avez partagées. Donc merci. Je voudrais vous dire d'abord deux mots sur Brita. Donc Brita, nous sommes une entreprise familiale présente dans plus de 70 pays dans le monde et nous avons plus de 50 ans d'expertise dans des solutions durables de filtration d'eau à destination du grand public, mais aussi des professionnels. Alors, on en a déjà largement parlé, hein, les boissons et en premier lieu l'eau sont clairement des catégories dans lesquelles il y a surproduction et surconsommation de plastique à usage unique. Vous avez rappelé les chiffres, ils sont vertigineux. Déplastifier nos vies et à terme nos océans, ça implique, selon nous, un changement profond dans notre manière de consommer l'eau. Et chez Brita, nous proposons et nous sommes engagés à porter des alternatives à l'eau en bouteille en optimisant l'eau du robinet disponible 0 km à notre robinet directement chez nous et en agissant ainsi sur le premier des 3 R, à savoir la réduction du plastique. Nos solutions de filtration, vous l'avez dit aussi Muriel, elles permettent de lever les 2 freins principaux à la consommation d'eau du robinet. Le premier frein, c'est le goût, puisqu'il y a 60% des Français, selon une étude qu'on a pu faire, qui aimeraient consommer plus d'eau du robinet, mais qui n'aiment pas son goût. Et donc, les solutions que nous proposons permettent de neutraliser les substances qui altèrent le goût de l'eau, qui peuvent parfois lui donner un goût chloré, métallique, terreux en fonction des régions, et donc permet aussi de réconcilier ces Français avec l'eau du robinet pour qu'ils puissent la consommer. Ça, c'est le premier frein sur lequel on a des réponses efficaces existantes. Et puis, vous l'avez dit, l'eau du robinet, elle est extrêmement contrôlée, elle est de très bonne qualité de manière générale. Pour autant, certains consommateurs veulent aller encore plus loin ou sont en attente d'une plus grande pureté encore pour leur eau du robinet. Et le charbon actif, donc à base d'écorce de noix de coco que nous utilisons principalement dans nos solutions de filtration, permet de réduire certaines de ces substances indésirables, comme par exemple parfois certains résidus de pesticides ou de résidus médicamenteux, jusqu'aux 2 PFAS les plus communément retrouvés, à savoir les PFOS et les PFOA. Et donc, nos filtres permettent de répondre à ces 2 principaux freins, le goût, la pureté, et encourager une utilisation encore plus importante de l'eau du robinet comme alternative à l'eau en bouteille. Je voudrais aussi ici dire que la pollution plastique dans le monde de l'eau, elle doit aussi s'incarner sous toutes ses formes. C'est-à-dire que on a des solutions pour l'eau plate, mais aussi pour l'eau pétillante ou des eaux dites aromatisées. On propose des solutions pour faire pétiller l'eau. On propose également des solutions pour aromatiser aussi une eau filtrée du robinet. On a par exemple pris des participations dans une entreprise qui s'appelle T-Balls, qui propose des pastilles effervescentes qui vont permettre de donner un goût mentholé, orange, par exemple, à votre eau et de recréer chez vous des boissons en utilisant l'eau du robinet. Donc, on parle d'eau ici sous toutes ses formes et ça a d'ailleurs été aussi dit, euh, on a chez Brita la volonté de proposer des solutions disponibles à chaque moment. Je suis chez moi, dans ma cuisine, je peux optimiser mon eau du robinet avec une carafe ou avec une solution d'un robinet filtrant. Je suis en mobilité, j'ai aussi la possibilité d'utiliser une gourde filtrante pour aussi profiter des points d'eau que vous citiez, Lila, ou ce qu'on a pu aussi faire avec vous, Muriel, identifier avec des cartographies où sont les points d'eau disponibles pour que
les consommateurs aussi puissent aller recharger leurs gourdes et donc éviter en effet d'utiliser des bouteilles à usage unique de petite contenance. Donc ça, c'est aussi des solutions qui existent. Et puis, on l'a dit, on a aussi des solutions de fontaine à eau que vous allez pouvoir retrouver par exemple dans des établissements hôteliers et donc qui permettent d'éviter des bouteilles plastiques à usage unique dans les chambres en proposant des contenants durables en verre réutilisables, logotypés aussi, et qui, là aussi, peuvent être disponibles pas seulement dans des hôtels, mais aussi dans des restaurants ou dans des espaces de bureaux. Et donc, toutes ces solutions permettent, et nous ont permis d'économiser au niveau mondial l'année dernière, Brita, 6,5 milliards de bouteilles plastiques à usage unique. Et bien sûr, on reste très engagé à aller encore plus loin, puisque l'eau filtrée, elle est plus écologique, évidemment. Euh, une cartouche Brita que vous retrouvez typiquement dans nos carafes, c'est l'équivalent de 1200 bouteilles d'eau en termes de contenance, de filtration. Et quand on regarde l'empreinte carbone, elle est 23 fois moins importante qu'une eau en bouteille quand on la ramène au litre. Donc c'est clairement une solution beaucoup plus durable euh, et plus économique puisqu'elle est en moyenne 5 fois moins chère, l'eau filtrée, que l'eau en bouteille plastique à usage unique. Et donc on va continuer de porter nos solutions avec nos partenaires, avec nos clients et nos consommateurs. Et on a encore des opportunités, vous l'avez dit, la loi AGEC, notamment dans les ERP aussi, doit encore être portée, accentuée, et on travaille à ce que on puisse proposer ces alternatives aux bouteilles plastiques à usage unique dans tous les lieux et faire valoir aussi la disponibilité de l'eau du robinet là où elle est permise. Merci beaucoup. Le chiffre que Merci. vous avez mentionné, c'est bien 9 milliards de bouteilles plastiques évitées, c'est ça? Alors 6,5 milliards dans le Pardon. monde, Dans le monde, sur une voilà. année ou depuis Non, alors chaque année, chaque année? D'accord. donc c'est ce qu'on a pu délivrer en 2024 et ce à quoi on se destine à minima pour 2025. D'accord, très bien. Bon, bah, ça fait plaisir d'entendre qu'on a des milliards de bouteilles plastiques évitées. Il en reste encore des milliards. Je voulais juste resituer quelques points par rapport aux ERP pour les gens qui ne connaissent pas l'acronyme. C'est Établissement recevant du public, la loi AGEC, loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Et donc, cette loi prévoit en effet, alors même si Antoinette nous a dit que ça serait difficilement atteignable, réduction de moitié des bouteilles plastiques en 2030. C'est donc passé de 15 milliards à 7,5 milliards hein, pour les eaux et les boissons. C'est bien ça l'objectif. Nous, associations et d'autres associations, c'est un objectif qu'on répète de manière récurrente et on s'est beaucoup mobilisé sur cette question du développement des points d'eau avec l'aide de partenaires dont Brita, dont Haute-Paris, avec une pétition et avec aussi des actions d'enquête de terrain. D'ailleurs, je peux annoncer qu'on va republier une enquête de terrain pour voir où on en est. Pour préciser les choses, les établissements concernés, donc il y a bien sûr les collectivités locales qui ont des obligations, et ça c'est plutôt au plan européen, mais par rapport à la loi AGEC, ce sont des gares, ce sont des aéroports, ce sont des musées, ce sont des grosses stations de métro, dès lors qu'ils accueillent plus de 300 personnes. Ce sont des centres commerciaux où souvent les toilettes, enfin l'accès à l'eau est dans les toilettes qui sont payantes. Voilà, donc tout ça n'est pas, enfin la loi, elle prévoit un accès gratuit et visible, c'est-à-dire j'arrive dans un de ces établissements, je dois pouvoir avoir une signalétique qui me dit voilà où tu peux remplir ta gourde, hein, pour le dire simplement, et ensuite que ce soit gratuit, que ce soit tempéré. Je ne dois pas avoir d'eau chaude, parce que ça arrive aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un élément moteur et je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés sur ce sujet. Ce que je vous propose avant la conclusion, c'est qu'on réponde. On a trois questions qui nous ont été posées. On a une première question qui sont, ces sujets sont-ils présentés dans les programmes scolaires? Alors, je vais parler pour l'association et je ne sais pas si du côté de Lila, vous avez des compléments sur des actions au niveau scolaire sur la ville de Paris ou si d'autres intervenants ont des compléments. En tout cas, nous, on a tout un programme qui s'appelle le No Plastic Challenge, qui est un programme d'ailleurs, ça a lieu en ce moment. Donc, s'il y a des acteurs qui veulent rejoindre, vous allez sur notre site, on va partager le lien. Le No Plastic Challenge, c'est un événement qui est ouvert pour les écoles, pour les entreprises, pour les particuliers, pour les collectivités locales, où on met à disposition des ressources
expliquant la pollution plastique, les enjeux et des ressources pour réduire les plastiques à usage unique. Il y a aussi un test sur notre site qui permet de mesurer son empreinte plastique. Voilà, donc ça, on vous met ça en lien. Lila, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites à la mairie de Paris? Je pense pour Oui, les écoles électriques, il y a des choses importantes à dire aussi sur tout à fait. En fait, on a un très bel établissement dans le 4e arrondissement qui s'appelle l'Académie du climat, qui a une vocation du coup de sensibilisation et d'éducation de tous les élèves au niveau primaire, collège et lycée, en fait, et même étudiants sur la transition écologique, et ils sont très outillés, notamment sur la pollution plastique. Voilà. Merci beaucoup. Et tu veux pas nous parler des crèches parce que moi, je trouve ça génial. Ah oui, donc alors la ville de Paris va aussi plus loin que le zéro plastique à usage unique. Et il y a notamment donc dans le cadre des 1000 premiers jours, donc de 0 à 3 ans, la direction de la famille et de la petite enfance à la ville de Paris a mis en place une politique de zéro perturbateur endocrinien. Et donc comme l'avait précisé du coup Muriel en introduction, les plastiques aussi c'est vraiment pas terrible parce qu'il y a des milliers d'additifs dont on ne connaît pas, 16 000 qui ont été recensés par la coalition des scientifiques pour le traité plastique, un quart qui sont avérés comme dangereux pour la santé. Et du coup, en fait, l'objectif dans le cadre de ces 1000 premiers jours du zéro perturbateur endocrinien, c'est vraiment d'éviter tous les contacts des jeunes enfants avec ces perturbateurs endocriniens. Donc, ça concerne beaucoup de plastique et pas seulement à usage unique parce qu'ils vont très très loin. Donc, ils ont arrêté tout ce qui est à usage unique, mais c'est vraiment les moquettes, c'est tout ce qui est textile, ce sont les jouets. C'est une démarche assez radicale et qui d'ailleurs bouscule un peu le marché privé parce que ça force un peu aussi, par exemple, les fournisseurs de jouets à repenser leur offre avec des jouets souvent, parce qu'en plus les jouets souvent sont fabriqués malheureusement en Chine avec des mélanges de polymères de plastique, donc c'est encore pire que tout. Voilà, donc c'est vraiment pas des bonnes conditions de fabrication. Il n'y a pas du tout d'aptitude au contact alimentaire sur les jouets. Donc voilà, donc les crèches sont vraiment sur la question du zéro perturbateur endocrinien, donc ils vont beaucoup beaucoup plus loin que l'usage unique. Voilà, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Merci beaucoup, Lila, parce que c'est important aussi de rappeler qu'il y a des enjeux sanitaires liés au plastique qui sont liés d'une part au microplastique, mais d'autre part aux additifs chimiques qui sont pour beaucoup perturbateurs endocriniens. On a une question qui est plutôt adressée, je pense, à vous, Antoinette, sur les propositions de loi que vous avez évoquées pour savoir où elles en sont. Oui, effectivement. Alors moi, j'ai déposé cette proposition de loi après de multiples discussions avec les uns et les autres pour qu'elle soit le plus opérationnelle possible également, mais surtout le plus efficace possible. Donc, pour l'instant, elle est effectivement déposée. Donc, moi, je l'avais proposée dans une niche transpartisane, puisqu'en fait, l'idée, c'est quand même qu'elle soit votée, hein, pas uniquement qu'elle soit déposée. Alors là, sur la partie transpartisane, cette première partie, il y a eu d'autres choix qui ont été faits, mais qui sont, j'allais dire, d'assez bonne qualité et aussi qui concernent les questions écologiques. Et donc, mon objectif, c'est qu'elle puisse passer dans une niche transpartisane où différents partis de l'hémicycle la porteraient ensemble. Comme ça, elle aura plus de chances d'atterrir. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même effectivement différents groupes politiques qui s'engagent dans la réduction du plastique. Ça n'est pas il n'y a pas que les écologistes, même si chez nous, c'est un peu, j'allais dire, c'est de l'ADN en fait. Nous, bien entendu, lorsqu'on dit qu'avant tout, il faut protéger le vivant, lutter contre les perturbateurs endocriniens, etc., la première chose qui est incriminée, c'est bien le plastique. Mais enfin, on a aussi une grande sensibilité d'autres groupes politiques à ce sujet. Et donc, c'est la fédération de toutes ces bonnes volontés politiques, quel que soit le groupe, qui peut faire avancer ça. Et donc, il faut impérativement qu'on y arrive, qu'on élimine en fait de notre quotidien toutes ces inutilités en plastique qui ne font que polluer. Avoir une gourde en plastique dur qu'on utilise pendant 1 an, 2 ans, ok. Avoir de la décoration en plastique qu'on utilise une fois sur une bûche de Noël, eh bien non, ça n'est pas possible. On la transforme en décoration alimentaire, on devient créatif, etc. Il y a plein de choses qu'on doit supprimer de notre vie quotidienne et j'appelle vraiment tout le monde à regarder autour de soi tout ce qui est en plastique et qui est jetable. Et vraiment, à commencer par les stylos, enfin je dis ça parce que j'ai mon pot de crayon à côté de moi, mais il y a plein de choses qu'on peut transformer en durable. Et ça, il faut qu'on le fasse à titre individuel, mais il faut qu'on le fasse aussi à titre collectif par la loi.
Merci beaucoup. Et je fais un petit aparté sur la loi Fast Fashion parce qu'elle Oui, a été votée au Sénat, mais elle va continuer son circuit, tout je à crois. fait. Je voulais vous en parler. Bon, voilà, parce que Je, je c'est- voulais vous en parler. eh Je ben, m'étais noté de je vous laisse parler la parce que parole. la première pollution plastique des océans, me semble-t-il, c'est le textile. Alors, ça se voit pas, bien entendu, mais enfin, quand on fait pas trop attention à ce qu'on porte, il est possible qu'on porte du polyester et ce polyester, à force de lavage, eh bien, on retrouve des microbilles de plastique dans l'eau, dans les océans, etc. Et on finit par en avoir absolument partout. Donc, la régulation de l'industrie textile est absolument indispensable aussi pour lutter contre le plastique dans les océans. Et on a un tout petit peu commencé. Je dis un peu commencé, mais enfin quand même. Dans tous les cas, on subit quand même la pression de nombreux lobbies. Il faut le dire, hein, il faut le dire sur les eaux minérales, il faut le dire sur les eaux minérales, sur la réduction des eaux, des bouteilles d'eau, mais il faut le dire aussi sur le textile. Cette loi, pour arriver chez nous, alors qu'elle était quand même déjà un peu édulcorée par rapport à ce qu'il faudrait prendre comme décision, eh bien, elle a mis 6 mois. Et parce que toutes les ONG qui travaillaient dans le textile se sont mobilisées. Sinon, je pense qu'elle serait jamais arrivée au Sénat et qu'elle n'aurait jamais fini son parcours législatif. Là, elle est arrivée au Sénat. Quand elle est arrivée en commission au Sénat, il y a toute une partie qui a été annulée. Comme si c'était pas très important, on va enlever la moitié de la loi et on va travailler que sur l'autre moitié. Et en fait, en réalité, à force de coups de lobby, eh bien, on en vient à ne pas prendre les bonnes décisions. Là, on a été assez vigilant et on a rétabli la bonne version de la loi et on l'a votée. Maintenant, il va y avoir une commission mixte paritaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'y compris le textile, il faut être vigilant. Quand je dis regardez autour de vous, eh bien regardez aussi ce que vous portez. Je sais que c'est difficile pour l'instant, c'est beaucoup de responsabilités individuelles, mais enfin, on est aussi là pour assumer une responsabilité collective et faire que ça passe dans la loi. Donc, on travaille. Voilà, parce que c'est vrai que la fast fashion, globalement, les textiles, aujourd'hui, c'est 70% des textiles des vêtements qu'on propose sont en fibre plastique. Textile synthétique, ça veut dire fibre plastique et ça veut dire pollution microplastique. Alors, pour préciser, pour les océans, c'est une des premières sources en fait de pollution microplastique. Après, si on remet à l'échelle de toutes les formes de pollution plastique, c'est pas forcément la première, mais pour la pollution microplastique, c'est certainement une des plus importantes. Et la fast fashion s'accompagne, donc en fait, ça vient, la fibre plastique, elle vient du pétrole, hein. Et du coup, le pétrole n'est pas cher, donc ça s'accompagne de vêtements qui sont pas chers, donc de plus en plus de vêtements, donc de plus en plus de pollution microplastique et des produits qui deviennent très vite des déchets. Donc ils polluent au moment du lavage, mais ils polluent également à l'état de déchet. Voilà, donc parenthèse par rapport à la bouteille, mais c'est vrai que c'est aussi un point d'actualité qui est important. Dans les autres questions, donc ça c'est peut-être plus pour vous, Lila, on a une question sur le rapport coût-efficacité des expérimentations locales, comme les gobelets réutilisables ou les boîtes consignées en restauration. Oui, ben, c'est un point hyper important d'évaluer l'impact et l'efficacité de ce qu'on fait, notamment un gobelet réutilisable, si on le réutilise pas au moins une dizaine de fois, son impact sur l'environnement est complètement délétère en fait. Donc, par exemple, mais ça demande des études d'impact précises sur les courses zéro plastique. Donc, on accompagne 50 courses. Chaque année, la ville de Paris s'est dotée d'un stock de 100 000 gobelets réutilisables qu'on prête à titre gratuit aux organisateurs, qu'on lave. Du coup, on a suivi, on a monitoré le taux de retour sur une année, donc sur 2024. Donc, on a un taux de retour de 86%. Et du coup, on a fait un peu la moyenne donc, il faudrait qu'on s'améliore, hein, parce qu'on soit à 90, voire 95%, parce qu'il y a toujours des pertes, parce que soit les coureurs n'ont pas compris que c'était à rendre. Pourtant, on fait des gobelets relativement moches, hein, c'est-à-dire pas du tout attractifs, blancs, voilà. Soit l'organisateur de course n'a pas bien communiqué. Voilà, c'est souvent aussi de l'information où il n'y avait pas assez de points de collecte. Donc, on a comparé sur un indicateur qui n'est pas forcément idéal, mais qui est le bilan carbone, en fait, qui est un des indicateurs, mais qui n'est pas suffisant pour mesurer la réduction plastique. Mais on voulait le faire, donc comparer donc, les courses sur route avec les bouteilles en plastique PET ou en plastique normal ou en plastique recyclé, leur équivalent avec les gobelets réutilisables et leur équivalent avec les gobelets carton. Donc aujourd'hui, avec un taux de retour de 86%, on économise 60 tonnes de CO2. En revanche,
on économiserait encore plus de CO2 avec des gobelets carton. C'est mieux, disant, parce que c'est ultra léger. Mais si on regarde les autres indicateurs environnementaux, type le NOx, le dioxyde, des choses comme ça explose avec les gobelets carton. Donc c'est aussi pour mesurer, voilà, le CO2 n'est pas un indicateur unique. Voilà. Donc mais ça demande vraiment des études d'impact précises sur chaque projet. Et c'est hyper nécessaire de le faire, parce que ne pas refaire ce qui a été fait pendant les Jeux de Paris 2024, n'est-ce pas Muriel, sur les gobelets réutilisables qui ont été très très mal récupérés. Et ça, c'est un gros loupé de la part de l'équipe d'organisation des Jeux, ce qui n'était pas le cas sur les sites de la ville de Paris. Très bien, merci. Alors j'ai vu qu'on avait une dernière question, remarque, qu'on m'a déjà fait remonter sur le fait que parfois à l'Assemblée nationale, on continue à trouver des petites bouteilles en plastique. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire au député Philippe Bolo, qui a beaucoup travaillé sur la question du plastique et qui fait régulièrement des posts dès qu'on lui dit qu'on lui envoie une photo avec des bouteilles plastiques qui traînent à l'Assemblée nationale. Il fait dans la foulée un post et il va alerter l'organisation, je sais pas, l'administration de l'Assemblée nationale sur le sujet. Donc voilà, Philippe Bolo sera votre ambassadeur parce qu'en effet, il faut, même quand on a la loi, il faut continuer à se battre sur le sujet. On va conclure cette session. Je remercie nos participants pour leur éclairage. Je remercie l'ensemble des spectateurs. Je vais vous partager un certain nombre d'informations très utiles sur la question de la réduction des plastiques à usage unique. On a évoqué le No Plastic Challenge que vous pouvez rejoindre. On va vous mettre dans le chat aussi, alors je pense qu'on a mis dans le chat l'appel, donc ça c'est un appel international qui peut être co-signé par des associations ou des organisations scientifiques dans le cadre des négociations du traité contre la pollution plastique. On a également un site dédié à la question de la réduction des bouteilles plastiques, qui est un site qui est soutenu par un certain nombre de partenaires, dont le ministère de la Transition écologique, dont Brita, dont Haute-Paris et d'autres acteurs, et qui est un site qui recense 200 solutions alternatives. Antoine a parlé, on peut filtrer son eau, on peut la gazéifier, on peut l'aromatiser, et donc en fait, on peut même faire son soda à la maison, et donc en fait, on a déjà des solutions qui existent, qui permettent de décarboner et de déplastifier massivement, parce que c'est vrai que quand on ne transporte pas non plus de liquide, on décarbone. Voilà, parce qu'on a moins de camions sur les routes avec du poids. Donc, c'est vraiment très gagnant. C'est partagé dans le chat. C'est un site qui a un nom un peu long qui s'appelle Objectif zéro bouteille plastique, avec 200 solutions pour les professionnels et les particuliers. Et il y a également dessus un compteur de bouteilles plastiques évitées qui est à 1,4 milliard quasiment. Donc, si vous décidez de réduire votre usage de bouteilles plastiques, si vous arrivez à convaincre des acteurs autour de vous, ils peuvent venir incrémenter le compteur qu'on espère bien faire monter, parce qu'on a comme vous l'avez vu, des milliards de bouteilles plastiques à réduire. Il y a une autre fonctionnalité sur le site qui a une adresse propre qui s'appelle watermap.fr qui vous permet, parce qu'on n'a pas tous les points d'eau qu'on souhaiterait, on l'a dit, mais on en a quand même 24 000 maintenant. On a progressé 24 000 en France sur lesquels vous pouvez remplir votre gourde. On sait qu'on peut atteindre facilement 30-40 000, mais déjà, profitons de ces 24 000 et de la carte watermap.fr que je vous incite à utiliser. Il y a aussi une version web app. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question, qu'on n'a pas d'autres questions. En tout cas, on est à votre disposition. Vous pouvez suivre l'association sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter et on sera ravis d'échanger avec vous sur les solutions pour réduire toutes les formes de pollution plastique et notamment la bouteille plastique. Et encore un grand merci à nos intervenants. Et je vous propose de faire un salut à nos auditeurs et puis on va clôturer cette session.